Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des mécanismes de sanction des dépôts sauvages et plus particulièrement du mécanisme de l'article 541-3 tel qu'il a été modifié par la loi lutte contre le gaspillage. La problématique est la suivante. Les territoires sont de plus en plus confrontés à des problématiques de dépôts sauvages, à savoir donc ces déchets qui sont abandonnés hors du circuit normal de la collecte et traitement. Ça va du mégot jeté par terre au sac déposé au pied du container qui était trop rempli, à des situations bien plus dramatiques parfois de déchets qui sont déposés le long de départementales, sur des voies publiques mais hors des circuits, sur des parcelles privées, etc. etc. Jusqu'à atteindre parfois même d'ailleurs des situations de décharge sauvage. Il n'y a pas de définition parfaite de ce qu'est le dépôt sauvage. Globalement, c'est tout déchet, donc c'est bien qu'on destine à l'abandon, qui sont déposés hors des circuits de collecte. Et si on prend la définition de l'article 541-3 du Code de l'environnement, eh bien, tout ce qui est finalement dépôt de déchets hors des circuits qui sont prévus par le Code de l'environnement et toutes ses déclinaisons, y compris les réglementations locales et donc le règlement de collecte. Avant la loi lutte contre le gaspillage du 10 février 2020, on avait un arsenal pénal, reconnaissons-le, difficile à mettre en œuvre, mais qui somme toute n'a pas été modifié par ce texte, ou peu, qui n'est pas très adapté pour les, on va dire, les petites incivilités, mais qui en revanche est plutôt bien adapté pour les cas extrêmes. On avait avant la loi un début d'arsenal administratif, avec l'article déjà L541-3, mais du retour de tous les territoires, ce mécanisme était très imparfait, compliqué à mettre en œuvre, pas tant dans ses principes, mais ses effets étaient neutralisés du fait que la procédure demandait de respecter des délais assez longs et permettait finalement de sanctionner que plusieurs mois après le contrevenant, alors même que du retour même de tous les territoires, pour pouvoir intervenir correctement sur des dépôts sauvages, il faut pouvoir agir vite. Le producteur de déchets, ou parfois le détenteur de déchets, c'est-à-dire celui qui n'est pas l'auteur de la production initiale, mais qui de fait a les déchets sur sa parcelle, eh bien, peut engager sa responsabilité de 3 ordres. Responsabilité pénale d'abord. On va peu l'aborder aujourd'hui parce que le texte a peu bougé ce sens-là, mais surtout, le mécanisme n'est pas forcément approprié pour la majorité des situations rencontrées sur le terrain. On a la responsabilité civile. Et oui, quand je fais un dépôt sauvage sur un terrain, et qu'en réalité c'est sur une parcelle privée d'une personne, ou même publique d'ailleurs, eh bien, on peut avoir créé un préjudice pour cette personne. Et donc légitime que cette personne qui subit ce préjudice soit en droit d'être réparée, bénéficie donc d'une indemnisation par exemple, par rapport au préjudice subi de la présence de ces déchets. On ne va pas aller plus loin sur les deux mécanismes pénal et civil, mais l'arbre que vous voyez ici recense une grande partie des mécanismes qui existent en la matière. On voit donc qu'il existe énormément de mécanismes, et notamment sur le pénal, il y a tout un ensemble de textes pour des situations très précises. Par exemple, le fait de déposer des déchets sur la voie publique peut rentrer dans différents cadres relevant du pénal. Par exemple, est-ce que ça a été fait avec un véhicule ou pas avec un véhicule? Si c'est avec un véhicule, alors c'est plus grave. Si ça nuit à la circulation, alors c'est encore un autre texte, et c'est plus grave. Et ainsi de suite. Et puis il y a la responsabilité administrative, il y a la sanction administrative de l'article L541-3 qui va nous occuper. Rappelons juste cette petite chose, c'est que quand on parle de pouvoir de police, on parle souvent de pouvoir de police général et de pouvoir de police spécial. En la matière, retenons une chose très importante. Souvent, les maires sont un peu réticents à transférer leur pouvoir de police en matière de déchets à l'interco parce qu'ils ont l'impression d'être dépossédés de quelque chose. Attention, c'est pas tout à fait vrai puisqu'en réalité, le maire a toujours des pouvoirs de police générale, ce qui lui permet en réalité d'intervenir sur tous les troubles qu'on peut rencontrer sur le territoire, et y compris les atteintes à la salubrité publique. Ce qui fait que même en cas de transfert de pouvoir de police spécial, il est toujours compétent sur un pouvoir de police général. Dès lors que la communauté a la compétence en matière de déchets, mais ça peut être aussi en cascade le syndicat, et c'est une spécificité en matière de déchets, eh bien, à l'installation du nouveau président de l'exécutif, celui-ci est doté par défaut des pouvoirs de police spéciale de réglementer l'activité, ce qui consiste du coup à pouvoir arrêter eh bien, les conditions qui seraient non conformes à la collecte, et également eh bien, éventuellement
un panel de sanctions qui peuvent être mises en place si on constate une infraction aux règles de collecte. Par défaut, ce pouvoir de police sera transféré au président des intercommunalités, ou en cascade des syndicats, qui sont compétents sur la collecte, mais dans les 6 mois qui suivent l'installation du président, un maire peut décider de s'opposer au transfert, et sur cette base-là, le président peut s'en saisir et dire « bon, puisque c'est comme ça, je refuse le transfert ». À côté de ça, il y a un autre pouvoir de police, celui qui a été introduit avec la loi lutte contre le gaspillage, c'est celui justement de sanctionner, prévu par l'article 541-3. Avant la loi lutte contre le gaspillage, les pouvoirs de police de sanction étaient restés bloqués au niveau du maire. Désormais, ils peuvent être transférés. Mais attention, petite subtilité, le transfert en la matière ne se fait pas de la même manière. Si par défaut, le pouvoir de réglementer l'activité sera transféré au président, mais les maires peuvent s'y opposer, et le président s'oppose de manière générale à ce transfert, là, sur ce pouvoir de police de sanctionner, c'est au maire de faire la proposition de transférer au président de dire « oui, j'accepte », et au préfet, en bout de course, d'entériner ce transfert. Alors évidemment, se posera du coup la question, faut-il ou non transférer ces pouvoirs de police? C'est à chaque territoire de trouver son équilibre, évidemment, là-dessus. Néanmoins, de notre point de vue, il y a une certaine cohérence à transférer. Et notamment, si les maires ne s'opposent pas au transfert du pouvoir de réglementer l'activité, alors il peut être vraiment intéressant de se poser la question du transfert de ce pouvoir de police, de sanctionner, puisque ce sont les deux faces, finalement, d'une même pièce. Néanmoins, on peut très bien avoir un transfert que partiel, avec que le pouvoir de réglementer, mais ça sera dans ces cas au maire de mettre en œuvre, et il faudra dans ces cas au niveau de l'intercommunauté cultiver la relation entre l'interco et le maire pour que le maire se saisisse bien de ses pouvoirs de police. A l'inverse, si je propose le transfert et que le transfert est donc bien opéré sur également ce pouvoir de sanction, le maire pourra toujours intervenir aussi en complément avec son pouvoir de police de la salubrité. Et là, ce pouvoir de police général est vraiment important et il est vraiment utile de le rappeler, car c'est souvent là-dessus qu'il y a un malentendu au sein des territoires. Alors après, que va revêtir ce pouvoir de sanction? Eh bien, la mise en œuvre de l'article 141-3 se fait conformément à ce schéma, ici. Désormais, lorsque l'on constate qu'il y a eu un dépôt sauvage, eh bien, une notification est adressée au responsable de ce dépôt sauvage. Alors évidemment, ça pose la question de l'identification de ce responsable. Et là-dessus, il faut travailler sur un faisceau d'indices, savoir ce qu'on trouve des preuves dans les sacs, et ainsi de suite. Et évidemment, si j'ai transféré le pouvoir de police au président, encore faut-il aussi, parce que c'est peut-être pas lui qui allait constater, que je puisse être doté aussi des moyens derrière, et ça pose la question d'avoir des agents assermentés, et ainsi de suite. Mais ça peut poser la question aussi du tandem avec la commune. Si la commune a des agents assermentés, on peut peut-être travailler de concert en la matière. Je constate. J'invite la personne à produire ses observations dans un délai de 10 jours, en lui indiquant en même temps eh bien, les sanctions qui seront encourues, et je l'invite aussi, dans un certain délai, qui n'est pas forcément ce délai de 10 jours, à réparer la situation, remettre en l'état le site, en fait. Néanmoins, si je suis dans une situation d'urgence, oui, je peux intervenir et moi-même faire la réparation. Deux aspects intéressants par rapport au mécanisme antérieur à la loi lutte contre l'engagement. Avant la loi lutte contre l'engagement, le délai n'était pas de 10 jours pour mettre en demeure la personne de faire des observations, mais d'1 mois. Et ce n'était que passé ce délai d'1 mois que je pouvais mettre en place des sanctions. Donc on voit que c'est un délai très très long et pas du tout opérationnel par rapport aux enjeux des territoires. Au contraire, désormais, dès cette première notification, je peux assortir ma décision d'une amende administrative, qui sera un peu neutralisée pendant les 10 premiers jours, mais je peux la sortir quand même malgré tout de l'amende administrative qui peut être au maximum de 15 000 €. Ce qui veut donc dire que la personne, même si à la limite je remets moi-même en état, je peux déjà la sanctionner, ce qui était une difficulté sur l'ancien mécanisme. Passé le délai qui a été fixé donc par la première décision, s'il s'avère que la personne ne s'est pas exécutée, eh bien on peut passer dans ces cas par une nouvelle décision sur un nouveau stade dans la mise en œuvre de sanctions administratives, avec la mise en place éventuellement d'une consignation, ce qui consiste à demander au comptable de bloquer, séquestrer des sommes qui vont pouvoir en réalité servir, qui vont être libérées soit parce que la personne sera exécutée, soit au fur et à mesure de travaux d'office, qui sont le deuxième mécanisme prévu par l'article L541-3.
Je peux également mettre en place une autre amende administrative qui, elle, peut être portée jusqu'à 150 000 €. Et je peux également mettre en place une astreinte administrative. C'est-à-dire tous les jours, tant que l'absence ne s'exécute pas, on tape sur le portefeuille. Je peux aussi, si en réalité c'est adossé à une activité, eh bien, suspendre cette activité. Attention toutefois, si en réalité il s'avère que le site est une installation classée, ou devrait être une installation classée, c'est le cas par exemple de l'activité économique, où en réalité la personne elle stocke tellement de déchets, on est dans telle proportion, en réalité ça devrait être une unité de traitement, ça n'est pas le cas. Là, je risque de sortir de mes pouvoirs de police et ça peut relever plutôt des pouvoirs de police du préfet au titre de la police des installations classées. Donc on voit, il y a là-dessus un arsenal qui est assez intéressant. Bien sûr, pour l'amende administrative, je n'ai pas allé jusqu'au maximum de ce qui m'est proposé. Sans doute faut-il faire preuve d'un certain discernement en fonction de l'ampleur du dommage. D'où l'intérêt d'ailleurs, au titre du pouvoir de réglementer l'activité, cette fois-ci, l'autre volet, eh bien, de mettre en place une forme de grille, alors pas une grille tarifaire évidemment, mais un barème de sanctions en fonction de la gravité des situations, à l'image d'ailleurs de ce qui existe au pénal. Il y a un dialogue qui se fait entre ces sanctions et le pouvoir de réglementer l'activité, d'où notre préconisation aussi de se poser une question de manière plus globale sur ce transfert et de voir si ce transfert facultatif des pouvoirs de police en matière de sanctions doit avoir lieu ou pas. Dans tous les cas, que le pouvoir soit transféré au niveau de l'exécutif de l'EPCI ou d'un syndicat, ou reste au niveau du maire, il est vraiment important de cultiver le tandem avec le service des déchets, de bien réfléchir à la relation avec le règlement de collecte, car dedans, on s'attend à retrouver des éléments qui permettent de fixer les règles du jeu de ce qui est possible et pas possible. Et c'est toute une réflexion aussi sur les moyens humains à mettre en place derrière, sur comment je sanctionne, avec quels agents, quels sont les agents assermentés disponibles sur le territoire, est-ce que je m'appuie sur des effectifs communaux, éventuellement mis à disposition de la communauté, ou l'inverse. Tout ça sont des éléments en tout cas qui méritent d'être mis en place et qui nécessitent une grande réflexion pour pouvoir ensuite être très réactif, car vraiment, sur tous les déchets et les dépôts sauvages, la clé du retour même de tous les territoires qu'on accompagne, c'est de pouvoir agir vite, et je dirais même très vite. Bonne mise en place de cette procédure et bonne réflexion pour les territoires qui se posent la question du transfert de ces pouvoirs de police. Merci, à bientôt.